le CES 2015 sur Watch TV en direct de Las Vegas avec Withings, leader de la santé connectée. Bonjour et bienvenue ici en direct à Las Vegas pour la quotidienne du CES de Watch TV. Nous avons voulu ouvrir cette quotidienne sur ces images de Concorde. C'était hier soir pour nous, dans la nuit pour vous, à l'appel de notre confrère Yazid Amer, que nous remercions personnellement pour cette belle initiative. Appel relayé par les réseaux sociaux et même retweeté par la secrétaire d'État Axel Lemaire. De nombreux Français, dont un grand nombre de journalistes présents ici pour couvrir le CES, se sont rassemblés au pied de cette reproduction de la Tour Eiffel qui trône au cœur du strip de Las Vegas. Alors vous le savez, Watch TV est la seule chaîne française à vous faire découvrir, comme si vous y étiez, toutes les innovations du CES et de la high-tech présentée ici, donc au Consumer Electronics Show. Vous pouvez suivre également l'émission sur le site du Quotidien, Le Parisien, sur lepoint.fr et sur Euronews, nos partenaires pour cet événement. Je vous signale également que les 2 premiers épisodes de l'émission sont d'ores et déjà disponibles en replay sur le site watch.tv. Et pour m'accompagner, Grégoire Martinez, éditeur de l'Actu Techno. Salut Grégoire. Salut Alexandre, tu vas bien ? Ça va et toi ? Écoute, ça va très bien, un peu fatigué en cette 3e journée du CES, mais ça va. Alors on va commencer l'émission comme on le fait depuis la première de ces quotidiennes, par la question rituelle. Qu'as-tu vu d'innovant et d'intéressant ici durant ta dernière journée ? Qu'est-ce que j'ai vu d'innovant et d'intéressant ? Je suis allé faire un tour chez Parrot hier, le français Parrot qui dévoile ici son casque, le Zig Sport, et puis le Parrot Pot, un pot de fleurs connecté qui arrose vos plantes automatiquement. Donc deux innovations assez sympas. Ça, puis alors chez Audi, pour le coup, quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, une montre connectée signée LG. Audi dévoile en exclu et en avant-première ici à CES la prochaine montre connectée d'LG qui n'a même pas été annoncée par LG. Alors on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec un de nos invités qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Je vous rappelle donc que Watch TV cette semaine bouleverse ses programmes et se met à l'heure de Las Vegas et du CES avec cette quotidienne en direct bien sûr, mais aussi à chaque heure avec la Minute CES. Et pour qu'un petit morceau du CES arrive même directement chez vous, notre partenaire vous propose de gagner chaque jour un joli cadeau. Et qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, Grégoire ? Le Pulso 2 de Withings, c'est un tracker d'activité et de sommeil connecté à votre smartphone. Alors pour le gagner, c'est très simple, vous restez avec nous et vous êtes attentifs à la question qu'on vous posera un peu plus tard dans l'émission. À ce propos, félicitons le gagnant du Pulso 2 mise en jeu hier, il s'agit de Johnny Eliou. Il recevra bientôt chez lui ce joli cadeau. Alors au sommaire de l'émission aujourd'hui, que j'ai envie de qualifier de moitié grand groupe, moitié start-up, avec Julien Danigo de chez LG qui viendra en deuxième partie, Florian Lafarge de Toshiba également, Lucie Brotteau avec nous sur le plateau de Withings. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre. Serge Renoir de Invoxia. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et on recevra également Guillaume de Vauchel de chez Valeo. Si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'esprit start-up et la French Tech qui fait vraiment sensation ici, Grégoire. Bah écoute, oui, beaucoup de startups à l'Eureka Park. Alors c'est pas dans le Convention Center où on est, c'est dans un autre lieu de Las Vegas, dans les hôtels. Et on a beaucoup de startups françaises, dont Withings et Invoxia. Alors Lucie et Serge, vous êtes tous les deux venus avec des tas d'objets que vous présentez ici au OS. Ça va être difficile de voir par quoi on va commencer. Serge peut-être. Invoxia, c'est une marque, on va dire, inconnue du grand public. Il y a évidemment une bonne raison à ça. D'après ce que je comprends, vous voulez que ça change. Expliquez-nous. Donc Invoxia, c'est une société qui a juste 4 ans d'existence, donc qui est effectivement pas encore très connue et qui s'est attaquée au tout départ au marché de l'entreprise, donc encore un peu loin du consommateur. Et on vient cette année avec un nouveau produit qui s'appelle Tribe, qui est ce petit objet carré bleu mais qui existe aussi dans différentes couleurs. Qu'est-ce que c'est Tribe ? C'est le nouveau téléphone de la maison et plus particulièrement le nouveau téléphone de la cuisine. Alors pourquoi la cuisine ? Parce que c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de convivialité,
c'est un lieu dans lequel on échange beaucoup. Et donc Tribi se veut le moyen de communiquer entre tous les membres du même foyer familial. Alors ça peut être le foyer familial élargi à sa famille proche, à ses amis, et donc entre les personnes qui restent à la maison, notamment les jeunes enfants, et les personnes qui sont à l'extérieur, les parents, les amis, les grands-parents. Et donc très facilement, les enfants peuvent, juste en appuyant sur un bouton, appeler papa ou maman, et papa et maman peuvent parler à son enfant, peut l'appeler, peut lui envoyer des petites images, des petits dessins, et tout ça juste avec une interface très très simple. Alors on va revenir en détail sur votre produit, puis sur ce que fait d'autre votre société. Lucie, vous, c'est un peu différent. WeThings s'est fait connaître en entrant directement au cœur des maisons, à l'inverse de Invoxia, avec d'abord des balances, puis d'autres produits de santé, de bien-être. Aujourd'hui, une montre, même une déclinaison, une nouvelle déclinaison de cette activité que vous présentez ici. Parlez-nous un petit peu de WeThings d'abord. Certains ne connaissent peut-être pas encore WeThings. D'accord, très bien. Donc WeThings, c'est une boîte qui existe depuis 2008. Et depuis 2008, on a créé une gamme très large d'objets connectés dans le secteur de la santé. Toujours avec la même idée en tête, créer des objets qui vont avoir une utilisation sur le long terme et qui vont permettre aux gens de faire les choix très simples, des petits choix qui vont permettre d'améliorer leur santé au quotidien. Grégoire ? Bah oui, WeThings, on commence à bien les connaître. C'est un peu plus qu'une start-up maintenant quand même. C'est un peu plus qu'une start-up, effectivement. On nous cite encore comme start-up, mais c'est vrai qu'on commence à être assez gros, notamment en termes d'effectifs. Et on a notamment des bureaux donc à Issy-les-Moulineaux et à Boston, et on est très présent sur le marché américain. Et donc les nouveautés ici au CES, c'est Activité Pop, c'est cette déclinaison de la WeThings Activité. Tout à fait. Alors pourquoi cette déclinaison ? Alors en fait, donc on a sorti l'activité, on l'a annoncé en juin à New York l'année dernière. C'était la première montre analogue, une vraie montre Swiss made qui faisait aussi tracker d'activité. On a eu beaucoup de succès avec cette montre pour son aspect vraiment disruptif dans le monde des trackers d'activité. Et on s'est dit, voilà, on va sortir une montre qui va être plus accessible avec un style un peu plus fun pour porter, qui peut s'adapter à n'importe quel style de vie. On la sort en 3 couleurs de cadran et en tout 6 couleurs de bracelet. Et celle-ci, en fait, sera disponible à 149 €. Quand vous dites beaucoup de succès avec l'activité, on peut avoir une idée de ce que ça représente ? Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça représente, c'est juste que tout simplement en termes d'accueil des médias et du public, on a beaucoup parlé de nous comme le nouveau visage de l'activity tracking. Et il y a pas mal d'éléments qui font que c'est quelque chose d'assez disruptif. C'est-à-dire qu'en ayant des objets comme ceci, comme l'activité pop ou l'activité, on assure une adoption à long terme du tracking d'activité et on élargit le public et le marché à des gens qui, par exemple, n'auraient pas aimé porter des activity trackers parce que faisant beaucoup trop geek. Alors justement, on a quand même une grosse différence de prix entre la WeThings Activité qui est vendue 399 € et la Activité Pop qui sera à 149. Qu'est-ce qui change entre ces deux montres ? Alors en termes de features pour le tracking d'activité, on va avoir le même type d'analyse. C'est-à-dire que les deux montres vont analyser la marche, la course, la nage, nombre de pas, distance, calories, etc. Analyse du sommeil, et il va pouvoir vous réveiller avec une légère vibration. Ce qui est très intéressant, c'est que sur les deux, on a les 8 mois de batterie. Ça aussi, c'est une grosse différence avec le reste des trackers. Au bout de 8 mois, un peu plus de 8 mois, vous devez juste changer la pile. C'est une pile standard de montre. La différence, elle va surtout résider dans les matériaux. La montre Activité Premium, je vais l'appeler, est une montre Swiss made qui a des matériaux vraiment très bien finis. On a un verre saphir, un cuir français, et c'est vraiment à ce niveau-là que réside la différence. Après, c'est un style tout à fait différent. Il y a des gens qui préfèrent vraiment avoir des montres plus premium et des gens qui préfèrent avoir des montres plus colorées qui vont s'adapter à leur style et plus simples à porter peut-être. D'accord. Et donc elle sera disponible ? Alors l'activité est déjà disponible. Oui. En rupture de stock ? Là, elle est à nouveau disponible sur le site internet. D'accord. Et la Activité Pop sera disponible en pré-vente très bientôt, donc pour le mois de février, et en retail dès le mois de mars. D'accord. Serge, votre produit, le Tribi, là, alors
ça s'adresse en fait à qui? On a compris que c'était pour la famille, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un Tribi par exemple? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez plus spécialement de ligne fixe à la maison. Et donc C'est ça, moyen... donc en fait ça remplace une ligne fixe. Expliquez-nous un peu cette idée. C'est connecté sur votre réseau Wi-Fi. Donc vous l'associez une fois et puis ensuite vous en occupez plus. Il y a un gros magnet derrière, donc vous le fixez sur la porte de votre réfrigérateur. Voilà, on voit à l'image, là il est effectivement sur une porte de frigo. Exactement. Comme une note ou comme un magnet. Et donc le fait qu'il soit restreint à un cercle fermé, que vous pouvez élargir à vos connaissances, fait que vous ne recevez jamais sur le Tribi d'appels indésirables. Les vendeurs de fenêtres vous appelleront jamais sur le Tribi. Et donc vous savez que tous les gens qui appellent ici, ou tous les gens qui vont vous appeler depuis le Tribi, c'est des gens qui comptent. Voilà pourquoi vous avez besoin de Tribi. Alors c'est donc des gens à qui j'ai donné l'accès, c'est ça? Comment est-ce que concrètement vont pouvoir m'appeler? Alors, ils vous appellent depuis une application gratuite qu'ils téléchargent sur leur smartphone, soit Android, soit iOS. Et donc, depuis cette application, ils peuvent vous envoyer des messages qui vont s'afficher sur le produit, ou vous appeler, faire sonner le produit. Alors, donc il y a une fonction d'appel. Il y a d'autres fonctions également sur ce Tribi? Oui, il y a d'autres fonctions. C'est également une radio Internet et une radio FM. Donc, le matin, au petit déjeuner, vous appuyez sur une touche. Il y a des touches préprogrammées. Et donc, vous écoutez vos émissions favorites. Il y a également une connexion Bluetooth, ce qui fait que vous pouvez envoyer la musique de votre smartphone et l'écouter sur le Tribi avec un très bon son. On a 2 haut-parleurs, un radiateur passif pour amplifier les basses et on peut également recevoir ces appels mobiles en main libre dans la cuisine avec un très très bon main libre grâce à plusieurs microphones qui vont capter la voix jusqu'à 6 mètres. Donc vous pouvez continuer à avoir les mains dans la farine et parler sans avoir élevé la voix. Et il y a une fonction de notes, on explique comment ça marche? Donc les notes, toujours pareil, depuis l'application, vous avez un écran qui va vous permettre de faire des petits dessins, d'envoyer des messages textes, et ceux-là vont s'afficher sur l'écran du Tribi. Et donc cette application, elle est gratuite? L'application est gratuite. Parlons de l'écran une seconde, parce que donc c'est un écran, c'est assez malin d'ailleurs d'avoir fait ça, c'est un écran à encre électronique, hein. Donc ça consomme pas d'énergie une fois que le texte ou le dessin a été affiché. Ça permet d'avoir combien d'autonomie sur ce Tribi? Alors avec le Tribi qui marche donc sur batterie, vous avez 1 mois d'autonomie lorsque vous l'utilisez 15 minutes par jour pour écouter de la musique ou passer des appels. D'accord, et ça se recharge Ça se recharge par un port micro USB standard. Il y a un autre petit truc qui m'a amusé en faisant la démo hier, c'est qu'il y a un petit loquet là sur le côté. On explique à quoi ça sert, Ouais, si on peut le voir, oui, probablement. Sur le côté ici, il y a un petit drapeau. Alors ici, bien évidemment, on là, n'est pas connecté au Wi-Fi, donc ça il fonctionnera est pas. invisible parce que Lorsque vous recevez un message, ce petit drapeau, il sort pour indiquer qu'il y a un message nouveau. C'est un petit peu comme les boîtes aux lettres américaines, on lève le flag sur la boîte pour dire il y a du courrier dedans. Exactement, mais ça va aussi plus loin, c'est que la personne qui regarde le message, lorsqu'elle appuie sur le drapeau, elle rentre ce drapeau et elle envoie un accusé de réception. Et cet accusé de réception, il peut prendre plusieurs formes en fonction du contexte, soit oui-non, soit envoyer un certain nombre d'émoticônes en fonction de son humeur du moment. Ça va être disponible quand Ça sera disponible dès juin. À quel prix? 199 €. 199 €. Grégoire, des questions peut-être à Serge? Je pense qu'on a déjà dit pas mal sur le produit. Il sera disponible en plusieurs couleurs? Oui, donc en fait il vient avec ah oui, d'accord, ça s'enlève en fait. Petit bandeau en rubber. On peut changer le bandeau qui est interchangeable, donc on a plusieurs couleurs, il y a du bleu, du vert, du rouge, du gris. Et ça permet également de le protéger contre les chocs. C'est vraiment un produit destiné aux enfants. Il est également protégé contre les éclaboussures, donc pas de problème dans la cuisine. La couleur va ravir avec votre gilet, Lucie. La couleur Weezings. C'est ça. On va revenir à WeSings. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre là dans votre gamme? Il y a Home. Notre deuxième star du CES, parce qu'on a annoncé l'activité pop ici au CES, et en même temps on annonce la disponibilité du WeSings Home. Qui avait été annoncé à l'IFA. Tout à fait, au mois de septembre, et qui est notre caméra connectée avec des capteurs environnementaux. En fait, c'est une caméra dont on a étudié le design pour qu'elle puisse s'insérer très facilement dans votre maison et qu'elle ne ressemble pas à Qui ressemble pas à une caméra, tout simplement. Sécurité un peu flippant.
Cette caméra, elle permet de suivre sur votre téléphone, sur l'application dédiée, ce qu'il se passe en live chez vous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une timeline intelligente qui se nourrit des événements importants qui peuvent se passer chez vous, comme une détection de bruit ou de mouvement, par exemple. Ça va vous envoyer une alerte, et venir alimenter la timeline. Et vous allez ensuite pouvoir voir ce qui s'est passé pendant ces moments précis. Par ailleurs, pour rester dans l'aspect un peu santé, bien que tous les autres produits Weezing pour l'instant étaient un peu focus sur la santé, sur le corps, ce produit s'occupe de notre plus proche environnement et de notre maison. Et donc on a aussi des capteurs environnementaux qui permettent d'analyser la qualité de l'air. Plus précisément, ça analyse le niveau de COV, composés organiques volatiles, qui sont ces petites particules que vous avez dans les peintures, dans certains produits ménagers ou dans des nouveaux meubles par exemple. C'est quelque chose dont les gens ne sont pas forcément au courant, c'est totalement invisible, mais lorsqu'on a des niveaux trop élevés chez soi, ça peut être très mauvais pour la santé. Donc le Home va vous donner des alertes aussi quand on a un changement assez important de niveau, pour vous donner des conseils comme aérer par exemple plus souvent ou changer de type de produits ménagers. Est-ce qu'on peut, à distance, interagir avec cet appareil, au-delà du fait qu'on puisse recevoir des images et des alertes? Est-ce qu'il est à double sens? Est-ce que, par exemple, il y a un haut-parleur dedans qui permet... Tout à fait, on a un haut-parleur dans les deux sens, donc on peut parler aux personnes qui sont chez nous et elles peuvent nous répondre. On peut par ailleurs, ça s'adapte par ailleurs très bien dans une chambre de bébé. On peut lancer à distance une veilleuse, des petites musiques et des petites lumières. Donc c'est votre Smart Baby Monitor amélioré en fait. Vous avez rajouté des capteurs dedans et vous lui avez donné une autre forme. Ce produit il est vraiment pour toute la famille et il a des utilisations, il peut avoir des utilisations très diverses, autant dans la chambre d'un bébé que dans une cuisine, un salon ou un garage pour vérifier la qualité de l'air par exemple. Grégoire? Alors, petite question, c'est assez marrant parce que vous aviez annoncé ça au CES, on est à l'IFA, pardon, on est au CES, Netatmo dévoile une caméra du même type, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous différencie justement de la caméra Netatmo? Alors Netatmo, ils ont focus un peu vraiment sur la face recognition, donc vraiment une caméra pour mettre sur l'entrée et pour voir qui rentre et sort de la maison. Là, je pense qu'on a un objet qui a une utilisation beaucoup plus large et qui a vocation à être utilisé par toute la famille et dans des pièces très différentes. Après, en termes de qualité de caméra, on est dans les meilleurs du marché et on a aussi cet aspect vraiment environnement qui, pour nous, est très important. D'accord. Alors, bon, Serge, est-ce que c'est votre premier CES ou vous en avez déjà fait avant? Je ne vous ai pas posé la question, je sais pas. Non, c'est le 4e avec Invoxia. Ouais. Et alors avant, j'imagine que vous veniez démarcher plus le marché professionnel puisque vous faites de la téléphonie d'entreprise, des téléphones de conférence. Les audioffices, parce que c'est le produit qui vous a lancé, je pense, on peut le dire. Au départ, c'est pour les professionnels, mais le grand public peut quand même l'utiliser. Oui, et en fait, la majorité de nos clients directs, donc en vente web, sont des particuliers. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, sur ce 4e CES, donc qu'est-ce que vous venez chercher de plus? C'est quoi? C'est des clients ici? C'est des investisseurs? Alors, on vient d'abord présenter le produit et avoir une fenêtre médiatique pendant la semaine qui est assez dense et donc qui permet de effectivement atteindre un maximum de nos clients. On vient chercher des réseaux de distribution. On en a déjà un certain nombre ici aux États-Unis, mais c'est toujours bien d'en voir des nouveaux. Donc c'est principalement ça qu'on vient chercher au CES, bien sûr. Ça représente quoi dans le CES, dans la part de votre, on va dire, de votre chiffre d'affaires sur place? Vous avez déjà une idée de ce que, avec le recul des années passées, de ce que ça représente? Ouais, je crois qu'il ne faut pas calculer comme ça, mais donc le CES c'est effectivement un investissement et donc un stand comme le nôtre qui doit faire 6 mètres par 6 avec les voyages, l'installation du stand, c'est un gros budget, c'est à peu près 60 000 €, mais il ne faut pas le prendre comme un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est pour nous l'événement important dans notre communication vis-à-vis de l'extérieur et c'est la façon de se faire connaître, de faire connaître nos produits et également de tester l'acceptation du public. On voit rapidement
si le projet et le produit, il y a vraiment un intérêt et il faut le pousser, ou si on s'est planté et il faut faire autre chose, quoi. Lucie, alors pour vous c'est peut-être un petit peu différent. C'est mon premier CES pour le coup, mais... Vous, c'est votre premier CES, c'est pas le premier de WeThings d'ailleurs qui était juste là l'année dernière et qui maintenant a migré dans le pavillon de la French Tech où il y a un peu toutes les startups. Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que vient chercher WeTings aux États-Unis au CES? Est-ce que la marque WeTings s'implante bien à l'international? En fait, justement, on est une marque très internationale et on marche très très bien aux États-Unis. Donc pour nous, c'est un marché qui est très important et venir directement ici avoir une couverture médiatique, c'est aussi très important. On a annoncé un produit, donc c'est un très bon moyen d'avoir une couverture médiatique. Vous annoncez un produit quasiment chaque année à CES. L'année dernière, c'était le Aura. Le Aura, c'est ça? Tout à fait. Donc du coup, c'est un très bon moyen. On était à l'Unveiled dimanche. C'est un très bon moyen d'annoncer un produit et d'avoir le plus de couverture possible. C'est aussi, comme pour Invoxia, une manière de tester l'acceptation de ce genre de produit qui est assez nouveau. Enfin, on essaye pour la pop de se démarquer de tous les autres trackers d'activité et pour l'instant on est content de voir qu'on arrive à vraiment faire la différence. Donc c'est aussi une manière de tester ça et bien entendu être plus visible et ouvrir aussi d'autres canaux de distribution. Petite question sur Aura justement. Donc Aura c'est votre... je sais pas comment on pourrait le définir, c'est un capteur de suivi du sommeil mais c'est bien plus que ça. Tout à fait, c'est un produit qui est relativement nouveau en termes de ce que ça propose et d'utilisation. Et justement, il y a eu des problèmes au lancement, notamment en termes de fonctionnalité, je crois. Ça en est où aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'améliorations à faire en termes de software et de ce que ça pouvait proposer en termes de capteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup amélioré le produit et on arrive vraiment à avoir une analyse beaucoup plus fiable et des insights beaucoup plus intéressants, notamment sur le réveil intelligent qui vous permet de vous réveiller au meilleur moment de votre cycle. Donc c'est pour nous un produit qui est très intéressant car très neuf et il y a beaucoup encore à faire et on espère pouvoir continuer à l'améliorer. Serge, j'imagine qu'il y a peut-être déjà un Tribit 2.0 dans les tuyaux. Qu'est-ce que vous présentez l'année prochaine au CES ici? Je le dirai pas maintenant, mais il y a effectivement un certain nombre de choses dans les tuyaux. Par contre, je voudrais rappeler effectivement l'importance des objets connectés sur lesquels on travaille. C'est qu'on peut les faire évoluer pendant toute leur vie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que des produits qu'on sort aujourd'hui, ils auront des fonctions nouvelles demain qui seront poussées automatiquement à l'utilisateur sans même qu'il s'en aperçoive et sans qu'il ait besoin de racheter des nouveaux produits. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, on les accompagne pendant toute la durée de vie du produit et on est capable de leur apporter de nouvelles fonctions, de leur apporter de nouvelles expériences, sans leur demander de racheter des nouveaux produits. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Grégoire, un mot de conclusion? C'est vrai que c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec les objets connectés parce que avant on achetait un téléphone, on achetait une tablette, on achetait un ordinateur et puis 2 ans plus tard il fallait le jeter parce qu'il marchait plus, parce qu'il avançait plus, parce qu'il était lent. Les objets connectés, on peut leur rajouter des fonctionnalités en permanence et c'est peut-être ça leur gros point fort, c'est-à-dire que sachant qu'ils sont tous liés à des applications, on peut les faire évoluer en permanence et de manière transparente pour l'utilisateur, ce qui est un gros plus par rapport aux objets traditionnels. Ça va être le moment de passer à notre petit jeu. Qu'est-ce qu'on va faire gagner aujourd'hui? Un Pulse O2. Alors je vous propose de se retrouver dans une poignée de secondes pour notre jeu avec ce cadeau offert par notre partenaire WeTings, je le précise. Alors, pour gagner, c'est très simple, comme on dit. Je vais vous poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre via Twitter avec les hashtags WeTings et WatchTVCES. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Attention, voici la question. Quel est le nom du babyphone vidéo de WeTings? Quel est le nom du babyphone vidéo de WeTings? C'est facile, en plus on l'a dit tout à l'heure dans l'émission. Ouais. 3, 2, 1, top, c'est parti. On attend vos réponses. N'oubliez pas les hashtags WeTings et WatchTVCES. A tout de suite.
Lucie, Serge, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va passer à nos nouveaux invités. Merci encore, on se retrouve dans une minute. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle Minute CES depuis le PEPCON à Las Vegas sur Watch TV. Je suis sur le stand d'Ozobot, qui est un fabricant de petits robots trop mignons comme celui-ci, qui va aider votre enfant à éveiller son sens des codes, des couleurs et des directions. Donc le principe est simple, vous téléchargez l'application qui est gratuite, vous pouvez dessiner des petites lignes qui vont dans tous les sens sur les bouts de papier, sur votre application, et le petit robot va reconnaître les couleurs, les directions et les codes, puisque le petit robot change de couleur en même temps qu'il se trouve sur une ligne. Pour le charger, c'est très simple, ça fonctionne par USB, il vous faut 20 minutes pour le charger, ça vous donne 90 minutes d'autonomie. Il est disponible à $50 aux États-Unis seulement pour le moment, et bientôt à partir de mars dans toute l'Europe ainsi qu'en Australie. A bientôt pour une nouvelle Minute CES depuis Las Vegas. Voilà, on accueille nos deux nouveaux invités. Tout d'abord, Florent Lafarge, bonjour. Voilà, je regarde. Florent Lafarge, pardon. Bonjour Alexandre. Directeur général Toshiba. Non, pas directeur général, j'aimais bien. Directeur marketing et de la stratégie pour le B2C. Je suis perdu dans mes notes, excusez-moi. Comment ça va? Pour l'Europe. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est un bon CES? Est-ce que c'est un bon CES? Oui, on a rencontré beaucoup de journalistes, beaucoup de clients, donc oui, c'est toujours un CES très riche en rencontres. Pour nous, ça a été l'occasion de lancer quelques produits. Oui, c'est un bon CES à ce niveau-là, sur toutes les nouvelles technologies autour de l'Internet des objets et de la connexion du smart home et tout ce qui s'ensuit, oui. Et Julien Danigo de chez LG qui nous rejoint également. Bonjour Julien. Bonjour. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Alors moi je suis responsable marketing sur la partie télé, audio, vidéo. Donc ce qu'on appelle le home entertainment, c'est ça? Exactement. C'est une grosse partie de ce que présente LG ici. Hein. C'est une très grosse partie effectivement du business d'LG aujourd'hui. Bon, on va voir tout ça. C'est un bon CES pour vous également aussi? Excellent, excellent. Ouais. Beaucoup d'innovation et on prend beaucoup de plaisir en tout cas à recevoir nos partenaires distributeurs sur ce salon. Alors aujourd'hui, LG est présent dans toute la maison, hein, du salon à la cuisine, en passant par la buanderie. On va parler de tout ça, mais parce que j'imagine que c'est le gros effectivement de vos activités. Mais avant, j'aimerais juste qu'on aborde un tout petit point. Je sais que c'est pas trop votre cœur de métier, mais qui moi m'est cher, c'est l'automobile. Lors de la conférence de presse ici au CES, LG a annoncé vouloir s'attaquer au marché de la voiture connectée. Est-ce que vous sauriez me dire avec quelles ambitions? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, ça n'est pas mon domaine d'activité, donc je vais tenter de vous répondre le mieux possible. C'est vrai que LG a des ambitions sur la connectivité en règle générale, du smart home, hein, ce qu'on appelle le smart home, donc tous ces périphériques qui sont connectés les uns aux autres et qui puissent communiquer de manière intelligente. Jusqu'à cette voiture connectée effectivement, et on voit sur le salon du CES énormément de constructeurs automobiles qui prennent part à ce salon et ce depuis quelques temps maintenant. Et aujourd'hui LG travaille d'ores et déjà avec des acteurs tels que Renault sur des produits première monte type GPS et autres, et il était tout à fait logique dans la stratégie de la connectivité en règle générale qu'un acteur comme LG s'intéresse également à ces solutions. Je crois que l'idée, d'après ce que j'ai retenu de cette présentation, c'est de vouloir faire une espèce d'écosystème mais qui agrège tout ce qui existe. Enfin, aussi bien les utilisateurs Android que iOS sont bienvenus dans l'écosystème LG, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est un gros point aujourd'hui sur lequel on travaille, et on travaille avec différents acteurs. L'idée, c'est de pouvoir rentrer dans un écosystème commun et d'éviter en fait une multitude de plateformes ou d'OS qui rendraient des devices incompatibles les uns avec les autres. Et alors il y a un autre petit aparté, si j'ose dire, parce que je devine que c'est un peu plus que ça, c'est le bien-être chez LG, ce que vous appelez le wellness. Et après, je vous promets, on parle d'autre chose. Le wellness, dites-moi, qu'est-ce que ça représente? Alors, le bien-être, chez LG, on a lancé l'année dernière un premier produit de type tracker d'activité, donc ces fameux Smart Band, en fait, qui permettent de mesurer l'activité quotidienne, que ce soit au niveau podomètre, votre rythme cardiaque, comment est-ce que vous vous sentez,
et vous encourager justement à faire des efforts, à courir et autres. C'est quelque chose que l'on regarde bien évidemment de très près avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'Internet of Things, qui est un marché qui explose et qui va exploser. Et encore une fois, le CES aujourd'hui est là pour nous le prouver. Florent, alors vous, c'est pareil, je vous promets, on va parler des PC, On va en parler un peu de après, tout ce que vous avez. Abordons tous les sujets. Mais avant, j'ai envie de vous demander qui est donc Aiko Shihira. Pardon ? Qui est donc Aiko Shihira qui est venu avec vous ici à Las Oui, Vegas? qui est venu avec nous au CES. Donc effectivement, c'est un robot. On sait que Toshiba réalise des robots quand même depuis pas mal de temps. Là, on est allé encore un peu plus loin. On est allé montrer un petit peu ce qu'on était capable de faire. Alors on voit à l'antenne ce robot humanoïde. Hein. C'est vrai que de loin, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, mais même de près. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher de très près. C'est vraiment flagrant. On y arrive. Enfin, dans toutes les science-fiction, dans tous les films de science-fiction, on a pu voir ça maintes et maintes fois. Et là, on commence un peu à toucher cette réalité de plus en plus près. C'est vraiment incroyable. Donc là, on a encore des mécanismes qui sont assez, on voit un peu robotiques. Donc on va améliorer tout ça, mais vraiment on est allé de plus en plus loin. Et l'objectif avec ce type de robot, c'est quoi? Alors là, c'est vraiment il n'y a pas d'objectif pour ce robot humanoïde. C'est vraiment pour montrer le savoir-faire de Toshiba. C'est de la démonstration technologique exactement. en fait. Oui, parce qu'on sait que les géants japonais en général sont à des échelles plus ou moins importantes. On l'a vu par le passé avec Sony, on le voit aujourd'hui toujours avec Honda et son robot Asimo. Oui, exactement. Voilà. La question que je pense veut poser Grégoire, c'est vers quoi tend le développement de Aiko? Quel type de service? Alors, il y a plein de domaines qui interviennent. Pour le moment, sur la robotique, les robots totalement autonomes interviennent plutôt dans des domaines un peu hostiles, on va dire, et de manière autonome, que ce soit pour tout ce qui est sécurité. Il y a plein de domaines d'application aujourd'hui. Maintenant, demain, avec on peut aller vraiment très très loin dans ce qu'on pourrait imaginer, que ce soit des robots qui aident à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas concret. On est vraiment dans l'exploratoire. Mais il y a quelques robots quand même qui sont utilisés plutôt dans des domaines hostiles, divers et variés, industriels, particulièrement dans le domaine du B2B. Elle communique comment, Aiko? On l'a entendu parler, et je crois qu'elle s'est signée également. Voilà, elle s'est signée, elle se chante, après il y a plein de choses. Elle commence à utiliser correctement ses mains, elle a des expressions du visage qui sont assez impressionnante, on a été quand même assez impressionné par ce qu'elle était capable de faire. Ça va très loin aujourd'hui. Elle peut aussi faire pas du piano, mais en tout cas elle peut tapoter sur un ordinateur. Elle a pas mal d'applications. Julien, on va revenir vers ce que les gens connaissent le plus chez vous, à savoir la maison. Quelles sont les tendances marquées cette année chez LG au CES? On en a vu déjà quelques-unes dans l'émission, mais on va revenir sur tout ça justement. Alors, la tendance majeure, la tendance forte aujourd'hui, c'est l'arrivée en fait de la nouvelle ère de la télévision, du téléviseur, à savoir l'OLED. L'OLED, c'est une technologie qui va apporter une qualité d'image exceptionnelle, à savoir des noirs ultra profonds, un temps de réponse de la dalle qui est 1000 fois plus rapide qu'un écran LCD classique, des angles de vision absolument superbes et un design aujourd'hui qui est époustouflant, puisqu'on arrive à produire des téléviseurs pour la plupart de 55 pouces incurvés de l'ordre de 4,3 mm, ce qui est une prouesse, une véritable prouesse technologique. Il faut se représenter ce que ça fait, 4,3 mm, c'est plus fin qu'un smartphone aujourd'hui. C'est ça, c'est plus fin qu'un smartphone. Grégoire? Petite question sur un autre sujet, j'y pense que je vois Flora avec une montre connectée au poignet. Avec une montre connectée au poignet. Une montre connectée, exactement, tout à fait. On a vu sur le stand d'Audi, tu en parlais Alexandre, une montre connectée LG qui n'a jamais été annoncée par LG. Audi annonce que c'est un prototype qui va être annoncé par LG dans les prochains mois. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce prototype? Alors, parce que c'est quand même assez surprenant. On découvre un produit LG chez Audi. Alors, à ma connaissance, encore une fois, l'univers du mobile n'est pas mon cœur d'activité. Donc, je ne suis pas au courant de ce produit-là. La seule montre aujourd'hui qu'on a
on a lancé officiellement, hein, qui est encore présente sur notre stand, c'est la LG Watch Air. Bah justement, Qui a été lancée en fin on d'année. peut expliquer un peu la montre qui est présentée par Audi. C'est une G-Watch Air métallique qui tourne sous WebOS, à peu près, si on simplifie. D'accord, bah écoutez, là vous me l'apprenez. Je suis... Malheureusement, je peux pas vous répondre sur cette question. D'accord, bon. Bon, passons à ce que vous connaissez passer, mieux. oui, Donc, voilà. Revenons à nos télés. Alors, on a parlé des télés, vous avez parlé de l'OLED. Il y a également l'Ultra HD, le 4K qui est ici en force. C'est un marché aujourd'hui qui est porteur, mais à quel niveau? Alors aujourd'hui, bon, le marché de la 4K en France, c'est environ 195 000 pièces qui se sont vendues sur l'année écoulée. Ça représente quoi en pourcentage de volume global? Environ 15% du marché. 15%, donc 15%, c'est une vraie tendance. Voilà, en valeur, pardon, 15% en valeur. Ah oui, oui. C'est une vraie tendance, et c'est une tendance qui va s'accélérer de manière très très forte, puisque les constructeurs, à l'instar d'LG, vont proposer de la 4K tous azimuts l'année prochaine, avec l'arrivée notamment en fait d'un gros travail autour de la colorimétrie. Cette année, c'est une grosse tendance du salon. On veut certes plus de pixels, mais des meilleurs pixels. Et les meilleurs pixels, ça va passer par un gamut de couleurs étendu. Alors, on va appeler ça en fait, le terme un petit peu barbare, c'est Quantum Dot. C'est un film qui va permettre justement d'obtenir cette fameuse colorimétrie étendue par rapport à ce qu'on connaît. Et également l'arrivée prochaine en fait de techno comme le HDR pour High Dynamic Range en fait, qui est cette fameuse luminosité accrue en fait des dalles qui va apporter encore une fois davantage de qualité à l'image. Je crois que Netflix, qui est un de vos partenaires sur les produits de streaming, a également annoncé des choses autour du HDR et de la 4K avec LG, et pas qu'avec LG d'ailleurs, puisqu'ils ont également annoncé à peu près le même partenariat avec Sony. C'était assez amusant de voir la même personne et le matin et le soir dire à peu près les mêmes mots de félicitations et de contentement sur ces partenaires. Donc dites-nous, parlez-nous un peu de Netflix, et est-ce qu'on aura ça en Europe? Oui, écoutez, en tout cas, effectivement, Netflix et LG collaborent main dans la main, voilà, pour proposer encore une fois aux téléspectateurs français et européens de manière plus large un accès à des contenus 4K qui soient de qualité. Et ce partenariat qui a été annoncé lors de la conférence de presse tourne surtout sur le fait que Netflix va approuver d'une certaine manière les téléviseurs qui sont le plus à même en fait de reproduire les films et séries Netflix de la meilleure manière qui soit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sérieusement penser faire de la 4K avec l'état des infrastructures? Je parle de réseau. Si on a de la fibre optique chez soi, peut-être. En dehors de la fibre, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir du 4K chez soi et espérer en se disant je m'abonne à Netflix, je vais bientôt avoir du 4K? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? En dehors de la télévision, bien sûr. Alors, effectivement, le problème que l'on observe en France aujourd'hui, c'est l'infrastructure réseau. L'ARCEP annonce des débits moyens compris entre 3 et 5 mégabits seconde. Ce qui ne suffit pas pour faire de la 4K, clairement. Ce qui ne suffit pas pour faire de la 4K. Ça suffit pour regarder Canal+ dans de bonnes conditions, mais voilà, pour faire de la 4K, on estime qu'il faut à peu près 18 mégas de débit pour avoir une 4K qui soit stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que 18 mégas, c'est à peu près le top de la DSL. Si on est à 100 mètres du répartiteur, on a à peu près 18 mégas. Donc on est sur une connexion fibrée de toute façon pour avoir un débit... Tout à fait. La fibre va porter la 4K, comme aujourd'hui en fait les acteurs OTT à l'instar de Netflix portent les contenus 4K aussi en France. Au sein des foyers. Et l'une des tendances avec les télévisions qu'on voit quand même là maintenant, alors les télévisions 4K, on les voit au CES depuis 3-4 ans maintenant. La grande tendance cette année, comme l'année dernière déjà, c'est la baisse des prix. On en est où sur ce terrain-là? Alors pour vous donner un chiffre, ça va être un petit peu impressionnant, mais l'année dernière, le prix de vente moyen d'un téléviseur UHD a décroché de près de 70%. Alors ce qui est normal en fait, puisque par rapport à 2013 c'était vraiment le balbutiement. On commençait à lancer en fait les premiers téléviseurs. Un écran 4K coûtait plus de 6 000 € facilement. Voilà, globalement, et en fait il y a eu un double effet. Il y a eu cette baisse des prix
très marquée. La démocratisation aussi qui a disons, été significative lors de la période Coupe du Monde, notamment avec des gros catalogues de la part des distributeurs. L'arrivée aussi à un mix sur la taille, puisqu'il y a des nouvelles tailles en fait, qui sont entrées, des tailles un peu plus cœur de marché, autour de 40-42 pouces, qui a fait que mécaniquement en fait, le prix de vente moyen de la 4K a diminué. Florent, sur les télévisions, parce que Toshiba en fait aussi quand même. Oui, un petit peu. On va parler des PC, mais sur les télés, qu'est-ce que vous présentez, vous? Là, sur le salon aujourd'hui, on n'a pas de line-up particulier. Alors, on se reverra un peu plus tard. Sur ce que disait Julien sur la 4K, etc. Oui, effectivement, je confirme complètement la tendance. La baisse des prix aussi a été quand même un facteur déclenchant de l'achat de ces produits. La valeur, effectivement, a été très très forte. Surtout, c'est le nombre de SKU, en fait, le nombre de références qui a été disponible sur l'année, qui a vraiment explosé, surtout en fin d'année, qui font que maintenant, même le consommateur, il n'a plus le droit à des grosses tailles d'écran, mais aussi à des tailles d'écran un petit peu plus petites, qui permet à la fois de réduire les coûts et aussi de pouvoir l'intégrer dans tous les salons, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment une tendance de fond. L'année dernière, sur ce même plateau, on discutait justement de savoir si ça allait vraiment exploser. Moi, j'ai toujours fait le parallèle entre l'arrivée de la Full HD et l'arrivée de l'Ultra HD. On est exactement sur le même type de phénomène. Au début, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. C'est pas c'est pas comme la 3D qui est, enfin, pour moi personnellement, un gadget. C'est la Full HD. Il y a un vrai service immédiat, un vrai bénéfice. Voilà. Après, c'est juste, ça arrive toujours par le haut. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et puis, ça va petit à petit se démocratiser sur le marché. Effectivement, en 2015, on va avoir toutes les marques qui vont exploser et je pense que ça sera encore beaucoup plus puissant à partir du milieu d'année. Et alors, Florian, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque je vois que vous avez avec vous cet ordinateur hybride. Oui. Qu'est-ce donc que cet ordinateur hybride? Oui, j'avais envie de effectivement partir là-dessus parce que chez vous, il y a du tactile partout aujourd'hui, puis vous mettez le stylet à l'honneur cette année un peu sur tous vos PC, tablettes, hybrides, etc. C'est quoi la valeur ajoutée du stylet? Puis, qu'est-ce que vous nous présentez ici? Donc on en parlera juste après du satellite Click Mini. Mais effectivement, sur le salon, on est allé présenter 2 nouvelles tablettes en 8 pouces et en 10 pouces qui intègrent justement une technologie de digitalisation qu'on a développée avec Wacom qui permet d'utiliser des stylets. En fait, dans les enquêtes conso qu'on a faites, pour pouvoir faire de la production sur tablette, parce qu'on s'est toujours dit, oui, une tablette c'est bien pour consommer du média, et puis bon, après c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de clavier, etc., etc. En revanche, l'intégration d'un vrai stylet avec lequel on peut écrire sur la tablette en posant sa main sans avoir des interférences diverses et variées, c'est ce qui peut se passer par exemple sur des tablettes classiques. Et d'avoir en même temps un grain très fin qui permet d'avoir une écriture qui soit exactement celle que vous avez sur un cahier tout simplement. Donc en fait c'est l'intégration de ces technologies-là qui permet d'avoir une tablette aussi en mode production. Donc on a intégré 2 logiciels purs Toshiba qui s'appellent TrueCapture et TrueNote qui permettent de faire de l'écriture très rapide. Enfin, je pense que vous êtes venu sur le stand, on peut signer sans avoir de latence entre le moment de la signature et le moment de l'écriture sur la tablette et qui permettent d'intégrer tout ça sur des documents, de prendre des photos, elles se réajustent, elles se mettent en format plan, mais si c'est pas bien orienté, le logiciel le remet en plan et puis on peut prendre des notes dessus, on peut tout faire, on peut aussi intégrer de la voix. Ben voilà, c'est quelque chose qui est naturel dans la 2e étape d'utilisation d'une tablette en mode production. Alors on pourrait se dire aussi en grand public, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça ressemble plus à des applicatifs B2B. Ce qui est vrai. Alors B2B, maintenant, business to business. Voilà, ouais, pardon, excuse-moi. Entreprise, on va dire. C'est ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, il y a l'utilisation du même produit entre le monde du grand public et le monde du professionnel. C'est-à-dire qu'on va acheter ça en grand public, puis après on va un peu l'utiliser en professionnel ou vice-versa d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a le concept du Bring Your Own Device, de ramener son propre outil de travail qui est fortement développé. Ça arrive un petit peu en Europe, c'est un peu plus long. Donc c'est pour ça que les technologies, qu'elles soient B2B ou grand public, maintenant, elles ont besoin d'être intégrées sur tous les produits. Donc ça, c'est pour la partie tablette.
Voilà, un mot sur votre produit, sur le là, parce qu'on satellite, on voilà. a malheureusement plus beaucoup de temps et Ah je là voudrais là qu'on là en là. parle. Bon, Le clavier alors est le détachable, satellite, c'est- voilà, le satellite Click Mini, dans l'ère des 2 en 1, qui est apparu donc l'année dernière à peu près. C'est le problème des à la fin micro-mains, d'année. c'est qu'on est Ouais. un peu handicapé. Voilà, c'est pas grave, je l'ai fait. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Ouais, je vais le voir. Laissez-le sur la Ouais, table, je vais le laisser sur la comme table. ça, voilà. Ou donc, en posez-le fait, éventuellement sur la table de Julien. Il y a en même peut-être temps, une je caméra. le montrerai. Non, Voilà, plutôt il est bien. Orientez-le par ici, voilà. très bien. On va peut-être pouvoir faire un Donc, plan dessus. Exactement. Alors, les portables détachables sont arrivés sur le marché de l'année dernière. Il faut reconnaître qu'Asus a vraiment lancé cette catégorie de produits, il l'a fait correctement, avec des formats de 10 pouces. Donc nous, on est allé questionner les consommateurs de ce genre de produits ou ceux qui seraient susceptibles de les acheter pour savoir quels étaient leurs besoins supplémentaires par rapport à ce qui existait déjà sur le marché. Les trois critères fondamentaux étaient d'avoir un produit encore plus fin, encore plus léger. Le deuxième, c'était d'avoir une qualité d'image et une résolution supérieure à ce qui existait déjà sur le marché. Ça, c'est une tendance de fond. On l'a sur les smartphones, on l'a sur les télés avec l'Ultra HD. Voilà, maintenant, ça doit aussi s'appliquer sur l'univers des PC portables. Et puis le troisième point, c'est l'autonomie. L'autonomie, on veut plus d'autonomie. Alors pour répondre à la dernière, c'est-à-dire l'autonomie, tout simplement, on a rajouté une deuxième batterie dans le clavier. Une dans la tablette et une dans le clavier, qui permet d'avoir au minimum 12 heures d'autonomie, entre 12 et 16 heures en fonction de ce que l'on fait, qui est vraiment un critère fondamental pour le consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau de la qualité de l'écran, on a utilisé un écran à très haute résolution, j'ai utilisé un terme barbare, WQXGA, c'est-à-dire plus exactement 1920 par 1200 lignes, qui permet d'afficher du Full HD, c'est ça qui était important. Pardon. Mais aussi on a intégré une dalle en IPS qui permet d'avoir un angle de vision, moi je suis sur le côté, qui soit extrême, de pouvoir voir correctement ce qui se passe sur le PC. Et en même temps, on a fait un traitement très fort au niveau de l'image qui permet d'avoir ce qu'on appelle 350 nits candela par mètre carré, enfin bon bref, ce qui permet d'utiliser après en termes d'usage l'ordinateur à l'extérieur. Donc ça c'est le deuxième point. Et le dernier, c'est la petitesse du produit. Comme c'est un format 9 pouces, il pèse 1 kg, il rentre dans n'importe quel sac, c'est vraiment tout petit, c'est facile. Et puis dernier point, je vais le faire comme ça, directement sans micro. Hop. Il est détachable, donc voilà. On a à la fois une tablette et à la fois un PC de manière autonome. Donc ça pèse 400 grammes, ça, c'est très léger et en même temps très très autonome. Et Et pour conclure, le prix et la disponibilité de cette chose? Alors la disponibilité arrivera fin du mois de mars à un prix de 329 € environ. Voilà, on arrivera aux alentours de 300 €. Julien, Florent, je vous remercie de nous avoir accordé tous ces instants avec nous. Bon, on va passer à notre dernier invité le temps d'une petite virgule et on se retrouve tout de suite. Merci. Merci. 2015 ici à Las Vegas. Alors non, je ne suis pas en train de porter le gilet fluo obligatoire qu'on doit avoir dans les voitures. La VisiJax, c'est une veste de vélo. Regardez ce qui se passe par exemple si je lève le bras. Voilà, ça clignote. C'est très pratique pour indiquer où on veut se rendre. Alors ça a bien sûr d'autres utilités. Ça clignote également là. Ça se recharge en USB et ce petit boîtier ne sert pas uniquement à la recharge puisqu'il permet également de faire varier les programmes. Et si j'appuie sur le bouton, la lumière va cligner plus ou moins vite ou s'éteindre. Et encore mieux, il y en a même dans le dos. Voilà. Donc la VisiJax coûte 120 €. C'est possible, oui. Elle est D'accord, disponible dès oui. maintenant, pas besoin de le coller en ligne chez VisiJax. À dans une heure pour une nouvelle minute sur Watch. On a 7 minutes. Guillaume de Vauchel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'innovation de Valeo, c'est la deuxième année consécutive que Valeo vient sur le CES. J'ai l'impression qu'elle fait sensation chaque année. L'année dernière vous avez fait sensation, cette année aussi avec ce que vous présentez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut peut-être qu'on explique à nos téléspectateurs ce qu'est Valeo. Vous êtes ce qu'on appelle un équipementier automobile. Et chez vous, on a coutume de dire que personne ne vous connaît, mais qu'en gros, tous ceux qui conduisent une voiture vous utilisent. Ça vous convient ? Tout à fait. Valeo a pour vocation de servir l'industrie automobile et d'apporter des technologies. Donc ces équipements, finalement, ils sont essentiels pour le grand public, mais ils doivent avoir pour qualité de se faire oublier. Alors, vous êtes venu ici avec deux démonstrateurs différents. L'un qui est plutôt lié à l'interface homme-machine à bord avec un système de commande tactile et l'autre qui est lié à l'automatisation de la conduite. Alors, on va parler de l'un et de l'autre. Et
juste en préambule, j'ai envie de demander, est-ce que la réalité, le but, c'est pas de faire converger ces deux idées en une seule? Alors, il n'y a plus de 2 idées, il y a en fait 3 idées. Donc ce que Valeo appelle conduite intuitive, c'est constitué de 3 principaux piliers. Le premier, donc, c'est le véhicule autonome ou automatique. Le deuxième, c'est le véhicule connecté. Et la troisième idée, qui est peut-être le plus difficile, c'est le véhicule simple à utiliser, évident pour l'utilisateur. C'est bien ces 3 piliers qu'on entend démontrer ici au CES avec 2 démocars. Alors, on va parler d'abord de cette interface tactile que vous montrez ici. Elle est assez intéressante parce que, dans les voitures, aujourd'hui, il y a des écrans tactiles. Hein, ça, c'est plus une nouveauté. Il y en a même parfois plusieurs. On ne sait plus trop où mettre ses doigts. Là, vous, ce que vous voulez faire avec le tactile, c'est en fait inciter les gens à garder les mains sur le volant tout en ayant une interface tactile. Exactement, la priorité de Valeo, c'est la sécurité. Et la manière la plus simple d'assurer la sécurité, c'est d'inciter naturellement les gens, voilà, on le voit à l'image, hein, les utilisateurs, donc à faire les bons gestes. Donc le bon geste, c'est d'avoir les mains sur le volant, même qu'on est en conduite automatique. Donc l'idée, c'est de leur donner accès aux fonctions dont ils ont besoin en mode automatique pour faire leur mail, pour regarder leurs vidéos, pour faire tout ce dont ils ont envie. Alors qu'on explique bien, on voit à l'écran, là on a un démonstrateur de salon, hein, qui n'est pas installé dans une voiture, mais vous avez ça aussi. Il y a un écran qui est situé assez haut finalement. C'est à mi-chemin entre, vous me disiez, entre le HUD, le head-up display, l'affichage tête haute pour parler en bon français, et l'instrumentation classique. Alors le but ultime, c'est bien sûr de conserver les yeux du conducteur le plus près possible du pare-brise pour qu'il ne soit pas distrait et qu'il puisse comprendre l'environnement dans le temps le plus court en cas de besoin. Donc la bonne idée, c'est effectivement soit de surimposer des informations directement sur le pare-brise, c'est le head-up display, l'afficheur tête haute. La deuxième idée, c'est de mettre juste en bas de pare-brise les informations dont il a besoin. Donc effectivement, sur ce démonstrateur, les informations essentielles sont situées juste en dessous de pare-brise. Alors vous parliez de faire rédiger des emails, voire faire des jeux. D'ailleurs, il y en avait pendant le petit film qu'on a vu. Concrètement, ce qu'on voit à l'écran qui est sous ses yeux, ça provient d'où? D'un téléphone? Alors typiquement, l'interface machine qui vous caractérise, c'est votre mobile, votre téléphone, votre tablette, votre électronique personnelle. Et donc l'objectif de Valeo, c'est de faire entrer votre univers dans la voiture ou que la voiture fasse partie de votre univers. Donc nous ne réinventons pas une nouvelle interface machine, nous utilisons celle que vous connaissez déjà, celle pour laquelle il n'y a pas besoin d'apprentissage, donc qui vous paraît extrêmement simple, puisque c'est celle que vous utilisez tous les jours. Et alors on peut espérer avoir ce genre de choses, voir arriver ça chez des constructeurs, à quelle échéance? Alors vous verrez des premières applications, par exemple l'utilisation d'un téléphone portable pour garer automatiquement votre véhicule, dès le début de l'année prochaine. On a vu votre valet de parking l'année dernière d'ailleurs. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui qu'on a eu une grande commande d'un grand client et que ce sera bientôt sur les routes. Donc on voit qu'il y a un très fort appétit pour tout ce qui est connectivité et que les grands constructeurs sont finalement très réactifs par rapport aux propositions qu'on leur fait. Alors on va parler de votre deuxième produit montré ici, qui est lié à la conduite autonome. D'autres constructeurs proposent la conduite autonome, soit sous forme de prototype, soit en série. Je pense notamment à Volkswagen avec sa nouvelle Passat, qui peut conduire toute seule dans certaines conditions. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous accuser d'arriver après tout le monde sur ce genre d'innovation, parce que j'imagine qu'avec vos systèmes, vous avez une idée derrière la tête. Alors tout d'abord, il faut dire que Valeo a déjà équipé plus de 5 millions de véhicules en manœuvre de parking automatique ou semi-automatique. Donc par rapport à tous les autres, on a une bien plus grande intériorité, puisque nous, ces manœuvres automatiques, certes à basse vitesse, on les connaît et on les pratique. On a déjà fait des milliards de manœuvres automatiques avec ce système. On voit à l'image le démonstrateur qui est donc une Golf, là en l'occurrence, mais ça aurait pu être n'importe quel type de voiture qui roule dans les rues de Las Vegas. L'ingénieur qui est au volant n'a pas les mains sur le volant, la voiture conduit toute seule, va s'arrêter, il y a un obstacle, la voiture va s'arrêter. Ça fait un peu peur au premier abord quand même. Alors, là, vous avez choisi exactement le sens profond de ce démonstrateur. Comme vous le disiez, des véhicules autonomes, ça fait longtemps qu'on sait le faire, et chez Valeo, il y a plus d'une cinquantaine de démocars, et certains ont des fonctionnalités beaucoup plus évoluées que celles que vous avez testées. Mais l'objectif n'est pas de mettre à disposition des fonctionnalités évoluées, l'objectif est que ces fonctionnalités vous apparaissent simples et évidentes. Donc comme vous avez pu le constater, même des fonctionnalités simples sont déjà pas si faciles que ça à accepter, vous prononciez même le mot de peur,
Et donc l'objectif de ce démocar, c'est de démontrer qu'on peut mettre très rapidement sur le marché à des coûts abordables des fonctions qui ont déjà une vraie valeur pour le conducteur. Par exemple, l'assistance en embouteillage, par exemple la délégation de conduite sur autoroute ou la délégation de conduite sur autoroute périurbaine. Donc ces 3 fonctionnalités, certes limitées ou moins spectaculaires que d'autres, vont à la fois de vous permettre de gagner du temps tous les jours dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui n'a pas rêvé dans les embouteillages de pouvoir faire autre chose. Et qui le fait malheureusement déjà. Et qui le fait déjà malheureusement déjà, mais pas dans des bonnes conditions de sécurité. Et prépare aussi les prochaines générations. Donc ce n'est pas du tout un démonstrateur low cost ou un démonstrateur bas de gamme, c'est un démonstrateur plausible qui habitue le conducteur. Voilà, on peut espérer très rapidement, il nous reste 10 secondes, voir arriver ça quand sur les routes. Ce type de fonctionnalité, nous espérons le mettre sur les routes dès 2017. D'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités qui sont déjà repartis pour être venus jusqu'à nous. Merci à Benjamin à Paris, à toute l'équipe ici en régie. Merci à toi Grégoire. Merci Alexandre. On se retrouve demain pour une dernière quotidienne ici à Las Vegas. À demain, les programmes continuent sur Watch. Bye bye. C'était le CES 2015 sur Watch TV en direct de Las Vegas avec Weezings, leader de la santé connectée.